Et maintenant, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gaël Musquet, un vrai électron libre, mais surtout un homme passionné par la technologie jusqu'à devenir hacker, et par la sécurité environnementale, bien sûr. Profondément humaniste, cet homme ne cesse de mettre en place des initiatives au service du collectif. Prévention climatique, sécurité aérienne, maritime, fluviale, spatiale. Sa devise, ne cessez jamais de rêver. Et surtout, foncez pour réaliser vos rêves. Gaël, on a une image assez sombre du hacking, piratage, harcèlement. Mais alors, quelle est la réalité du terrain aujourd'hui? Alors le hacker, pour moi, c'est celui qui doute, comme le définit un peu le Chaos Computer Club, qui est le plus grand club de hackers en Europe. Et comme on doute, même si on aime profondément nos machines, on ne leur fait pas confiance, donc on veut savoir, on veut comprendre comment elles fonctionnent. Et la deuxième définition que j'affectionne beaucoup, c'est celle de Keren El-Azari, qui dit que le hacker est le système immunitaire de l'Internet. Alors effectivement, malheureusement, on ne parle que des hackers malveillants, mais nous sommes bien plus nombreux à être des hackers bienveillants, on dit souvent même hackers éthiques. Et donc mon rôle aujourd'hui avec mes pairs, c'est de s'assurer que les systèmes d'information sont toujours fonctionnels, sécurisés, et quand on connaît, quand on sait comment ils fonctionnent, arriver à anticiper des crises. Et d'ailleurs, dans ta vie, tu as d'abord été météorologue avant de basculer dans le hacking. Mais alors, pourquoi ces deux passions et comment arrives-tu à concilier les deux? Alors, moi, j'étais victime d'un ouragan enfant, l'ouragan Hugo, en 1989. Ça a été mon premier déclic. Et c'est surtout que dans la météorologie, ce que j'ai surtout appris à faire, c'est concevoir des instruments météorologiques, de l'électronique, de l'informatique, de la gestion de bases de données, des réseaux radio. Et donc, à force de courir après des catastrophes naturelles, je me suis rendu compte à chaque fois qu'on arrivait après, surtout des crises sur des territoires qui étaient, on le sait, potentiellement à risque sur des ouragans, sur des séismes, sur des tsunamis. Et donc j'en ai eu marre d'être toujours le dernier rempart à la fin, quand ces personnes avaient perdu leur maison, quand elles avaient été blessées, parfois tuées. Et il m'a fallu en fait mettre en œuvre des compétences, des disciplines qui me permettent de travailler, quelles que soient les conditions, les pannes de courant, les pannes de réseau radio, les pannes de systèmes d'information. Et donc le hacking pour moi, cette culture, parce que le hacking, au-delà d'être un métier, c'est une culture. Quand ça ne passe pas par la porte, nous on passe par la fenêtre. C'était important pour moi, après ces catastrophes naturelles, de toujours mettre en œuvre les compétences et savoirs dont je disposais pour aider ces populations qui étaient en difficulté. Et d'ailleurs, comment se prépare-t-on à une catastrophe, qu'elle soit cybernétique, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit technologique? On s'entraîne, il faut vivre dans sa chair. Je dis souvent que mon métier, c'est 80% d'humain, 20% de technique, parce que dans 80% du temps, on va essayer de comprendre ce qui gratte, où les personnes ont mal. Comme un médecin, quelque part, qu'est-ce qui va tomber en premier? Qu'est-ce qui va générer des phénomènes de chaos, de panique? C'est le fait de ne pas savoir quoi faire. C'est ça qui fait peur, c'est de ne pas savoir face à une catastrophe que l'on sait inéluctable. On sait qu'elle va survenir, cette catastrophe. Maintenant, pas parce qu'elle est inéluctable qu'elle n'est pas gérable. Donc il faut s'entraîner. Je reviens d'un exercice de tsunami avec 350 enfants qu'on a dû évacuer d'un collège. Et ça s'est très bien passé parce que ces enfants étaient encadrés et qu'ils avaient reçu des consignes pour avoir les bons réflexes au moment de la crise. Et d'ailleurs, quelles sont les grandes notions que tu retiens de toutes ces observations sur le terrain et qu'on pourrait transposer aux entreprises pour les accompagner justement? Alors, on a énormément de documents déjà qui permettent déjà de savoir quoi faire en cas de crise. On a les plans familiaux de mise en sûreté, on a les DICRIM, les documents d'information communaux des risques majeurs, on a les PCS, les plans communaux de sauvegarde, on a énormément de plans. Donc, c'est la chance qu'on a dans ce pays, c'est que ce soit un décideur politique, qu'on soit un décideur économique, qu'on soit un chef d'entreprise ou un père ou une mère, un chef de famille, il existe des documents qui permettent de savoir à quelle crise le territoire a été confronté par le passé et surtout qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe pour pouvoir surmonter cet aléa-là. Ça, c'est ma première leçon du terrain, c'est que la chance
de la France, c'est d'avoir beaucoup documenté ces catastrophes et la manière dont on doit évidemment les surmonter. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut évidemment que ces plans se transforment en action. Et donc, c'est là où on pêche en France, c'est qu'on a du mal, en tant qu'élu, en tant que décideur, en tant qu'acteur parfois du territoire, eh ben, de considérer ces moments d'exercice comme des moments où on va pouvoir avoir quelque chose de convivial. On voit ça, l'entraînement, l'exercice, comme quelque chose d'anxiogène. L'anxiété, elle vient de l'ignorance. Et donc, c'est important dans ces exercices qu'on puisse, à l'issue, faire preuve d'humour, qu'on puisse aussi partager un repas, qu'on puisse expliquer à ses collaborateurs, à ses clients, parce qu'on va être parfois amené à gérer la panique de ses clients en cas de catastrophe. Mais c'est important que dans ces moments-là, quand on est un hôtelier par exemple, sur une zone potentiellement submersible par un tsunami, qu'avec ses clients, on puisse accompagner ces personnes en leur disant « le jour où ça va arriver, on saura prendre soin de vous ». Donc ça veut dire que tu agis en tant que hacker pour accompagner les entreprises, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que tu hackes? Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me déplace avec des radios, je me déplace avec des antennes relais, je me déplace avec des émetteurs télé qui vont simuler à l'échelle du territoire sur lequel on s'entraîne tous les protocoles, les standards qu'on devrait mettre en œuvre pour alerter les populations. Pour un exemple très concret, en 1997, la France a inventé l'alerte cellulaire. Et il a fallu plus de 26 ans pour que cette alerte elle soit mise en œuvre concrètement sur le territoire cette année et que, évidemment, les personnes puissent disposer sur leur téléphone mobile, quelle que soit la manière dont elles accèdent les difficultés qui leur permettraient, par exemple, de ne pas entendre, de ne pas pouvoir lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire parce qu'ils ne savent pas lire, mais parce qu'ils ne lisent pas l'alphabet dans lequel on envoie ces messages, parce que ce n'est pas forcément dans leur langue aussi, maternelle. Et donc, il faut que cette alerte cellulaire, qui est obligatoire à l'échelle de l'Union européenne, il faut que cette alerte cellulaire soit mise en place dans le cadre d'exercices et que dans les entreprises, à l'école, dans la société civile, on puisse se rendre compte comment mon téléphone va sonner, comment il va vibrer, quel message je vais recevoir, quels pictogrammes vont être utilisés pour pouvoir alerter mon entourage et porter assistance à mes voisins et même moi aussi, me faire secourir. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de catastrophe, la réaction première est souvent la stupeur, le déni. Donc, comment passer à l'action? C'est vrai que comment là, responsabiliser, en fait? Complètement. On est, même moi le premier parfois, quand on lit un rapport du GIEC, quand on lit certains rapports et certains résumés de grandes conférences, les COP se sont succédés, les Conference of the Parties, elles se sont succédées, je crois qu'on est à la 26e ou 27e COP. C'est important aujourd'hui qu'on puisse traduire ces documents dans quelque chose qui suscite l'émotion. Et pour ça, on a énormément besoin de la culture. La culture du risque se nourrit et doit se nourrir de la culture sous toutes ses formes, évidemment via les médias, via nos chanteurs, via nos sculpteurs, nos poètes, nos scénaristes de séries, de films. La culture, au sens large du terme, est le premier vecteur d'émotion. Et c'est cette émotion qui crée chez la personne qui écoute, qui entend, qui voit ces fictions, qui voit ces œuvres d'art, a l'opportunité et aussi la volonté de s'impliquer à l'échelle de la cellule familiale. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de voir des chefs de famille, des enfants qui sont parfois bien plus résilients que nous, mais de voir ces enfants embrasser en fait cette culture du risque et être capable d'avoir les bons réflexes comme un sportif de haut niveau au moment où l'aléa survient. Et d'ailleurs, là, en termes d'actualité, on nous parle quand même de plus en plus de catastrophes naturelles, d'incendies, de forêts, de canicules, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des médias, des entreprises, des citoyens, pour nous préparer à qui, quelque part, devient un peu plus habituel? Mais là, on a effectivement une succession d'événements, alors déjà depuis l'année dernière, mais bien avant aussi, sur des inondations, sur des grands vents, en 99, la tempête qui a frappé l'ensemble du territoire hexagonal. Et c'est vrai qu'on oublie souvent. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de maintenir, en fait,
pas quelque chose d'anxiogène et ne pas être dans l'anxiété, mais de se tenir prêt en lisant les documents dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, d'une part, en s'entraînant, en faisant des exercices, apprendre à évacuer son entreprise face à un feu de forêt, apprendre à évacuer ou en tout cas faire ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité pour que, évidemment, les entreprises puissent reprendre leur activité ou la continuer, si c'est possible, face au risque inondation, qui est le premier risque qui touche aujourd'hui les territoires. Et bien entendu, travailler avec son maire. Le maire est le premier rempart en cas de crise, c'est la première autorité responsable de la sécurité. Donc, ce que je dis souvent dans mes exercices, il faut être capable d'embarquer les jeunes, d'embarquer les enfants dans ces questions-là. La manière dont on traite les personnes les plus faibles et les plus vulnérables de notre société en dit long sur la société dont on veut, évidemment, plus tard, pour le futur. On parle beaucoup d'écologie, on parle de l'écologie souvent politique, mais l'écologie, c'est avant tout la science qui imagine les futurs souhaitables. Quel futur on veut pour nos enfants? Évidemment, on ne veut pas qu'ils souffrent, on ne veut pas qu'ils soient stressés, on ne veut pas qu'ils soient anxieux. Et il faut évidemment, compte tenu des crises que l'on a traversées, la dernière, une grande pandémie mondiale, être capable de faire rêver ces enfants-là. Si on arrive à les faire rêver, on a résolu une partie de l'équation. Pas fini, mais au moins on arrive à les embarquer dans des filières, dans des nouveaux métiers. D'ailleurs, tu aimes beaucoup les jeunes pour cette règle-là, pour cette capacité à rêver. Et donc, nous avons, nous, les professionnels, une sacrée responsabilité. Et quel message aurais-tu envie de nous partager pour justement arriver à faire rêver ces jeunes? Alors, pour moi, il faudrait sacraliser les stages de troisième. Et puis même les stages découvertes des métiers au niveau de toutes les structures qui permettent de promouvoir et de vulgariser l'orientation scolaire. Le stage de troisième, pour moi, il est important. J'ai eu 30 stagiaires en 1 an et demi à l'Observatoire de Vernon que je dirige. J'ai reçu des milliers de scolaires dans l'Observatoire. Et c'est important que ces enfants, ils nous voient au travail. Qu'ils nous voient heureux au travail, autant que faire se peut. Bien évidemment, je sais que ce n'est pas toujours évident dans nos milieux professionnels, mais c'est important que ces enfants nous voient heureux au travail, qui nous voient au travail, qui comprennent la complexité parfois de nos métiers, mais que la relève, ça va être un enfant de troisième aujourd'hui, dans 5 ans, ce que je dis souvent à mes élus, il vote. Dans 5 ans, il est potentiellement sur le marché du travail, s'il veut évidemment faire des études plus longues, mais dans 5 ans, c'est un enfant qui va pouvoir contribuer au récit national. Et c'est important politiquement aussi que nos décideurs politiques comprennent que ces enfants de troisième, s'ils n'arrivent pas à leur parler, ça va être compliqué pour qu'ils viennent voter dans 5 ans. Absolument. Parce que ces enfants, ils ont besoin de rêver. Et ce que je dis souvent à ces jeunes que je reçois en stage, à leur âge, moi, j'étais immortel. J'avais pas ces problématiques. Alors, on avait des problèmes, le sida, la drogue, le trou dans la couche d'ozone. C'est vrai. Mais j'ai été formé et inspiré par des adultes qui m'ont fait rêver. Et si je suis là aujourd'hui, c'est bien parce que Madame Limol, Monsieur Ronella, Monsieur Bellassène-Mazari, tous ces profs ont fait leur travail. Ces adultes qui m'entouraient à l'époque, ils ont su me donner à la fois de la rigueur, mais aussi me faire rêver pour que j'embrasse ces métiers que j'occupe aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëlle, de t'être plongée dans ton univers. C'était absolument passionnant. Merci à toi.